L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait de l'extraordinaire aventure d'un tétraplégique autour du monde, de voltige aérienne avec une jeune prodige de la discipline et d'un tremplin rock grandeur nature. Et pour parler de ces sujets, je reçois Fanny Viala, championne de France de voltige aérienne. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue. En face de vous, Samuel Marie. Bonjour Samuel. Bonjour Thibault. Vous êtes l'auteur du livre Avance Bordel, un livre qui est sorti cette semaine aux éditions Duno. C'est un livre qui se lit comme un livre d'aventure. D'ailleurs, il a été préfacé par un aventurier. Voilà, par Jean-Louis Etienne, et c'est un livre qui a été écrit en collaboration avec Emmanuel Del Seco. C'est une journaliste spécialisée un petit peu handicap. Donc c'est orienté récit d'aventure, donc récit pour expliquer un petit peu ma vie avant l'accident. Je suis devenu tétraplégique il y a à peu près 12 ans de ça. Donc il y a eu 3 mois de réanimation, 4 ans de rééducation. Et après je suis reparti sur les routes. Et voilà, ça explique un petit peu tout ce qui est au milieu, la reconstruction, et comment derrière on a envie de continuer à rêver, à être exalté, à avoir le souffle coupé, même si des fois il y a des difficultés un peu comme dans la vie. Du coup, quelque part, on est un petit peu tous handicapés, on a un petit peu tous des difficultés dans la vie, donc c'est retourner à l'essentiel, quoi. Retourner à la nature. Cet accident dont vous parlez, vous l'avez vu, vous aviez juste 20 ans, ouais. Vous étiez cordiste, vous travailliez dans les chantiers acrobatiques, c'est ça? Oui, c'est ça, travaux acrobatiques, travaux en hauteur. J'étais sur la citadelle de Besançon à Besançon, pour un petit peu embellir cette citadelle qui est passée à l'UNESCO 2 jours après mon accident, donc c'est que j'avais bien fait le boulot, et je suis tombé de 6 mètres, et voilà, 2 vertèbres de pété, assez hautes, donc il y a tous les bras et les mains qui marchent pas, et tout le bas du corps qui marche pas, donc dépendance quasiment H24 avec une infirmière et tout ça, donc les formats quand je pars en camion aménagé, c'est toujours avec une infirmière, assistée pour un petit peu tous les gestes du quotidien, et moi je m'occupe de la conduite, donc on essaie de séparer, je fais pas trop le macho. Voilà. Vous dites dans votre livre que ça vous a enrichi ces longues journées à rien pouvoir faire quand vous étiez dans cette phase de soins et de rééducation. Ça paraît surprenant? Ça permet de plonger un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes aussi, d'aller faire le propre. Et quelque part, on se retrouve avec plus grand-chose, quoi. Dans les notions qu'on a de la vie, il faut être beau, il faut bien parler, il faut avoir un avis sur tout. Les choses importantes ou les valeurs superficielles voilà. Ou pas. Là, t'as plus rien, t'es dépendant de tout le monde. Donc à un moment, tu vides ton petit panier et tu remets que les choses qui te plaisent dedans. Et c'est comme ça que tu te reconstruis avec vraiment des choses qui te font palpiter, que tu as choisi réellement, quoi. Alors vous avez beaucoup de recul sur votre situation. Dans le livre, vous vous amusez même avec vos vertèbres cassées en faisant un parallèle avec le jeu toucher-couler, le jeu de société toucher-couler, qui associe aussi des lettres et des chiffres comme pour les vertèbres. Votre devise, c'est pas subir. J'ai eu le plaisir d'accueillir sur ce plateau il y a 2 ans quelqu'un qui vous ressemble, je crois que vous le connaissez bien, vous allez le reconnaître, voilà, c'est Philippe Croison qui était venu ici dans cette émission. Philippe qui avait perdu ses 4 membres après une électrocution, ce qui ne l'a pas empêché de faire des défis extraordinaires, il a notamment traversé la Manche à la nage. Je crois que vous êtes un peu dans le même état d'esprit tous les deux. Ça peut, moi après c'est vraiment un mode de vie. Lui c'est vrai qu'il fait des exploits, le Dakar et tout, c'est vraiment assez fou. Moi c'est un mode de vie, j'ai envie de vivre comme ça, pouvoir me déplacer à l'étranger, être autonome et pouvoir proposer quelque chose aux autres. Moi les inviter dans le camion au lieu que ça soit toujours moi qu'on invite et qu'on adapte tous les lieux. Là moi c'est adapté, du coup j'ai pas les contraintes et il n'y a pas ce rapport au handicap qui moi me saoule parce que ça te met une étiquette sur le front et que ça limite les choses, j'ai l'impression. Alors on le voit là, votre camion en image, vous l'avez conçu pour être autonome dans tous vos déplacements. Autonome avec les gens qui m'accompagnent. Donc ça peut être des infirmiers, infirmières que je trouve un petit peu sur des annonces, dans des IFSI, écoles d'infirmières. Ou alors là je vais partir avec ma chérie en Amérique du Sud. Et donc tout se fait, chaque format se fait, mais c'est toujours à 2. Donc c'est moi qui conduis et l'autre qui fait, qui m'aide pour m'habiller, pour faire la nourriture, tout ça. Ça a été compliqué techniquement à aménager pour que vous puissiez être autonome en conduire. Vous pouvez ni vous servir vraiment de vos jambes mais de vos bras. On se dit que c'est impossible de conduire dans des situations comme ça et pourtant. Tout est sur mesure. Donc ça a été fait par des aménageurs sur mesure. Donc c'est un peu concept car. Donc ils ont adapté autour de mon handicap et voilà. Du coup ça se fait maintenant. Et vraiment je peux ne pas sortir de mon fauteuil et conduire à même le fauteuil avec toutes mes petites adaptations et sans trop de force au niveau des bras. Donc tout se fait, vraiment. On voit en image. Là.
Alors, on voit ce camion que vous avez imaginé et développé. Ça a pris du temps quand même pour arriver à finaliser ce projet. Montage de budget, donc voilà, avec des sponsors, des partenaires matériels, financiers, et toute l'adaptation qui a pris 2 ans avant de partir au Canada, États-Unis. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps, et là on est pareil dans des recherches de budget, et réparer tout ce que j'ai pété dans le camion avant de repartir pour que ça se passe bien. Donc voilà, ça reprend du temps, donc en général on se pose 6 mois pour repartir sur des projets de 6 mois, et là on repart 1 an en Amérique du Sud. Alors avant ce prochain voyage, vous avez fait pas mal de routes, je crois 75 000 km, c'est ça, avec le camion, à travers une vingtaine de pays, 3 continents, un handy road trip, c'est comme ça que vous le présentez, cette expérience qui vous a permis de découvrir, de rencontrer, j'imagine, beaucoup de monde. C'était aussi le but, parce qu'à force de communiquer là-dessus, on a vu que ça touchait pas mal de gens, et c'est pour ça qu'on a monté un écosystème derrière qui pouvait servir à ramener des choses de là-bas en matière de handicap, les bonnes pratiques, tout ça. Et donc on a monté tout un système avec des chercheurs, enseignants, chercheurs, universitaires pour qu'il se passe des choses un petit peu meilleures et augmenter un peu notre niveau de vie en France, mais que ça se passe un peu mieux parce que c'est compliqué en France. On n'est pas encore au point, qu'on a un peu du retard. Donc voilà, donc le prochain périple il sera sous le haut patronage de la secrétaire d'État au handicap, et elle m'a fait ambassadeur du possible, donc pour que ça avance et changer un petit peu les symboliques autour de ça, du fauteuil et tout ça. Déjà, de vous voir partir comme ça, la conquête du monde au volant de votre camion, c'est déjà une belle image, un beau message. Vous êtes allé un peu partout, hein, au-delà du cercle polaire. Vous avez même frôlé le coup de chaleur fatal dans la vallée de la mort en Californie. J'imagine on le ressent d'ailleurs dans le livre, hein, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments forts partagés comme ça sur les routes du monde. Bah ouais, et puis après c'est sympa parce que là je souris sur le plateau et tout ça, mais c'est sans être vulgaire, c'est un bordel sans nom pour arriver jusque là et pour faire tout ça, parce que derrière il y a vraiment le corps, il thermorégule pas, donc le chaud je gère pas, le froid je gère pas, la peau elle marche pas, il faut toujours essayer de masser, il y a des rougeurs, des escarres, j'ai un bout de peau en moins, j'ai pas de corde vocale, donc tout derrière. En dehors du sourire, c'est un bordel sans nom. Donc c'est ça aussi qu'il faut montrer un petit peu à travers ce bouquin. Et malgré ça, avance ce bordel, quoi. Ah ouais, vous arrivez à gérer tout ça avec l'aide notamment, vous le disiez, de vos infirmières bénévoles qui vous accompagnent sur ces beaux voyages. C'est un engagement qui a été médiatisé, d'ailleurs un petit peu partout où vous passiez, et qui est remonté aussi au plus haut niveau de l'État. Le président Macron vous a appelé pour une visite officielle aux États-Unis l'an dernier. Et ouais, peut-être qu'il y a cru, il m'a dit que j'étais un exemple pour eux. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais je me suis bien baladé avec tous les grands de ce monde-là, et c'était une bonne expérience. Moi, je suis pas politisé. Je vois ça comme essayer de changer un peu les images et être aussi... Quand on est rentré ils nous ont dit qu'on pouvait rentrer dans l'avion du président, mais en fait, ça passait pas parce que c'était pas adapté. Il n'était pas accessible. Ah ouais, tu vois, c'est quand même une blague. Donc ils savaient pas faire ça. Donc c'est bien, ça change un petit peu les idées reçues et ça fait avancer les choses. Bon, j'espère quand il vous réinvitera, celui-là ou un autre, dans son avion, ils auront fait les travaux nécessaires pour... Une petite rampe sur Air Force One. Oui, mais c'est une bonne anecdote parce qu'il y a des lois qui obligent l'accessibilité des lieux publics, et si l'avion du président de la République française ne respecte pas la loi, c'est quand même un con. Oui, mais voilà, il n'y a pas que les lois. C'est pour ça qu'il faut se bouger un petit peu tous à notre échelle, et au lieu de parler en plissant les yeux, en disant des trucs super intelligents, peut-être que l'action, elle se fait, c'est là que c'est important. Peut-être que la parole, elle se fait aussi par l'action. C'est important. Alors, vous allez repartir dans quelques mois pour un voyage donc, sur un autre continent, l'Amérique du Sud, avec l'ambition d'être le premier tétraplégique à aller en Antarctique, au pôle Sud. Voilà, pour essayer de casser aussi les codes, changer les symboliques, et dans notre tête, un tétraplégique, ça n'a rien à foutre en Antarctique. Donc comme ça aide à vraiment déstructurer complètement le cerveau et à repenser les choses un petit peu plus neuf, voilà. Et pour que les jeunes, ils se disent, allez, on peut tout faire, et c'est parti. C'est possible. C'est les futurs, là. Les futures générations, c'est eux qui vont tout faire. Donc. Vous avez mis des pneus neige sur je sais pas comment on va faire, mais ouais, il faudra au moins des pneus neige. Ouais. Bon, ce sera sûrement un beau bordel aussi, mais ça, je vous fais confiance pour le résoudre. On peut vous suivre, vous aider, parce que vous avez aussi besoin de financement. Je crois que ça avait coûté 160 000 euros la première expédition. Celle-là, vous avez déjà chiffré vos besoins. 60 000 euros, on cherche des partenaires, des entreprises qui se retrouveraient dans ce projet. Donc, on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, ça me fait rouler, et mettre un petit mail, et voilà. Il y a le site internet Ça me fait rouler
qui regroupe, il s'affiche les infos et les actualités de Samuel. Et puis vous serez, en tant que Grenoblois, ce samedi chez vous pour dédicacer votre livre. Ce sera à la librairie de Citre à Grenoble à partir de 17h. Voilà. On pourra donc rencontrer Samuel et échanger avec lui. Est-ce que vous avez déjà fait de l'avion? Du camion, j'ai compris, 75 000 km, mais de l'avion J'ai fait mes premières opérations, j'ai testé un manche comme ça, j'ai fait droite-gauche. J'ai juste fait ça, mais là, je crois qu'on a, on a un personnage un petit peu... Là, il y a du lourd. Si un jour vous faites de l'avion avec Fanny, il faudra avoir le cœur bien accroché, puisque Fanny Vialard pratique la voltige aérienne. Vous êtes toute jeune, pourtant, Fanny, 21 ans, mais vous faites déjà partie des meilleures Françaises. Ça vous est venu comment, cette envie de faire des acrobaties aériennes? Ça a été très jeune. J'ai fait mon premier baptême de voltige à 13 ans et demi. Donc j'ai directement accroché avec la discipline. Donc mes parents m'ont aidé au niveau des heures de vol dès le début. Et puis après, c'est un engrenage, hein, ça devient une addiction et on en demande toujours plus. Puis la voltige, ça permet un surpassement de soi-même, une sorte de liberté dans les airs qu'on n'a pas, entre guillemets, dans le vol à plat. Donc c'est ce qui m'a plu dans cette discipline. On parlait, pour Samuel, peut-être de piloter un jour un avion. Il y a des personnes handicapées qui font aussi de la voltige. Oui, alors Dorine Bourneton est une femme pilote de voltige qui a plus la sensibilité de ses jambes, qui a plus l'utilisation de ses jambes et qui a créé un avion aménagé avec un ballonnier qui lui permet de voltiger. Et elle a remporté une compétition de voltige contre des valides l'année dernière. Samuel, je pense que c'est un bon contact à suivre si vous avez envie de vous envoyer en l'air dans les prochains mois. Si jamais la connexion se fait, vous nous enverrez des infos. On se fera plaisir de les relayer. Donc, premier vol 13 ans et je crois que vous avez piloté de façon autonome, toute seule dans l'avion avant d'avoir 18 ans. Hein. C'est ça, oui. La limite en avion pour piloter seul est à 15 ans. Donc, on peut conduire un avion plutôt que conduire une voiture. Donc, ça s'est fait tôt, le jour de mes 15 ans, en fait, où j'ai été lâchée. J'ai réalisé mon premier vol toute seule. Et après, ça s'est enchaîné au niveau des licences. Et à 18 ans, j'ai commencé la voltige. Alors, vous habitez Domaine, donc à côté de Grenoble, et à côté également de l'aérodrome du Verseau. Donc ça tombe bien, puisque c'est votre camp de base, on peut dire, depuis que vous avez démarré, là, au pied de la dent de Crolles. On vous voit là en train de bichonner un de vos avions. Oui, c'est ça. C'est le Cap 10 de l'aéroclub du Dauphiné, sur lequel j'ai appris à voler en voltige. Donc j'ai fait mes premières compétitions avec, qui m'ont permis de me qualifier en promotion, donc qui est le niveau intermédiaire. Et après, pour des raisons de puissance moteur et de performance, c'est un Cap 10 qui a encore une aile en bois. Donc je suis passée sur un Extra 200, donc c'est un avion qui est plus performant et qui est en carbone. Ça s'apprend comment, la voltige? Vous êtes seul aux manettes? Au début, on embarque avec un instructeur? Au début, oui. Au début, on est avec un instructeur qui va nous apprendre les mouvements, entre guillemets, de base. Donc, le tonneau, la boucle, et après, des combinés de ces deux figures. Donc, ça va être des rotations suivies d'une boucle ou d'une demi-boucle ou des choses comme ça. Donc, ce sont des figures codifiées où on peut... créer, improviser, vous avez vos spécialités? Il y a deux types de figures. Il y a deux types de figures. Donc, il y a les figures qui sont, on appelle ça l'aresti. Donc, c'est des programmes qu'on dessine avec un codage spécifique. Que toutes les figures sont codées. Il y a un rond pour dire qu'elle débute, un trait pour dire qu'elle termine. Et entre-temps, il y a des rotations en fonction de... Les trajectoires sont dessinées. En pointillé, c'est le négatif. Et après, il y a le freestyle. Donc ça, c'est dans des niveaux supérieurs. Où, dans ces niveaux-là, c'est vraiment... Il n'y a plus d'arestis, c'est vraiment la liberté avec l'avion, des figures un peu inédites. C'est là le parachute. C'est là. Non. Parce qu'on vous voit là, très concentré, en train d'enchaîner les tonneaux. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. C'est des tonneaux, oui, en effet. Dans le jargon, c'est physique, j'imagine. C'est physique, surtout sur les changements entre les jets positifs et les jets négatifs. C'est là où il faut être au rendez-vous au niveau du gainage et au niveau de la respiration pour éviter d'avoir un voile ou une perte de connaissance ou des choses comme ça. Samuel l'évoquait, il y a un parachute, il paraît que c'est obligatoire, c'est ça dans le... C'est ça, en voltige, le parachute est obligatoire pour des raisons de sécurité, parce qu'on est quand même dans des configurations assez spéciales au niveau de l'avion. On le voit. Retournez pas votre télé, dans le sens. Donc oui, on a un parachute pour la sécurité. Vous avez déjà eu l'occasion de l'en servir? Non, et j'espère pas.
Le casque, ça sert aussi, ça fait beaucoup de bruit, un avion de voltige? Alors le casque sert pour le bruit, mais aussi pour la communication au sol, parce qu'on a un coach qui est au sol. Donc je tiens au passage à remercier mes deux entraîneurs de cette saison, Jean Louvet et Saïd, qui ont été là toute la saison pour me soutenir et pour m'entraîner. Donc en fait, mes deux entraîneurs ont une radio au sol qui font un lien direct avec l'avion et ça nous permet d'avoir une correction en direct sur les figures qu'on réalise. D'accord. Si vous ne faites pas le tonneau complet, ils vous le... Ah oui. Tout de suite, vous êtes tout de suite au courant. Oui. Ça se joue à quelques degrés des fois et puis à la sensibilité, au secteur, aux trajectoires, qu'il faut bien qu'elles soient droites et pas positives, pas négatives. Donc ça va jouer vraiment sur ça. On a le temps d'admirer le paysage quand Non. on est dans cet exercice. Là, sur les images, on vous voit regarder à droite, à gauche, sur le côté. C'est pour la vue? Non, pas vraiment. Non, c'est vraiment des points de repère. Donc, on regarde en face, en fait, sur les tonneaux pour avoir un point sur lequel tourner. Après, sur les verticales, on a un triangle, donc que vous pouvez voir ici. C'est une aide, en fait, qui nous permet d'avoir des repères à 90 degrés, à 45 degrés pour les placements verticaux en général ou sous 45 degrés. Donc, le but, c'est que la barre du triangle soit vraiment perpendiculaire avec l'horizon ou à ce moment-là parallèle en fonction des pentes des degrés qu'on cherche. On voit bien avec vos cheveux qui volent au vent. Ouais. C'est un bon repère, il n'y a pas de trucage. C'est vraiment Fanny qui fait un 360 avec son avion. On est proche on avait l'impression qu'on était assez proche du sol sur ces images. Oui, alors après, on a des planchers en compétition qu'il ne faut pas... Enfin, on appelle ça un plancher, en fait. C'est une limite d'altitude qu'il ne faut pas franchir sous peine de pénalité. Donc, en compétition, c'est 250 mètres au niveau du sol. Il ne faut pas être en dessous. Pas en dessous, non. Sinon, des pénalités d'altitude sont attribuées. Et sinon, en entraînement, ça dépend vraiment des endroits. On évolue dans un box, donc dans un espèce de cube vertical terrain, qui nous permet d'avoir des repères, d'avoir des limites aussi, comme en compétition. Donc le box est plus ou moins haut en fonction des terrains d'entraînement. Après avoir vu ces images, Samuel, vous avez toujours envie d'embarquer avec Fanny? Je me dis qu'à 15 ans, ça a quand même plus de gueule d'arriver au lycée avec ça que... Ah, c'est vrai qu'il faut un lycée avec une piste d'atterrissage, c'est le seul problème. Ou alors, il faut sauter en parachute au-dessus, mais il faut être précis. Ça me rend très bien, mais elle a l'air quand même bien énervée. Alors Fanny n'est plus au lycée, vous êtes étudiante et j'imagine que vous vous dirigez vers des professions en lien avec l'aéronautique? C'est ça, oui. Je rentre en école d'ingénieur à l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile, en septembre, pour pouvoir ensuite me diversifier au maximum. Donc j'ai suivi un BTS aéronautique au lycée du Grésivaudan à Mélan. Donc ça a été pendant 2 ans. Puis là, j'intègre du coup en 3e année à l'ENAC et pour avoir un profil diversifié, peut-être passer ensuite les licences qu'il faut pour être pilote commercial et pour pouvoir exercer dans le domaine que je souhaite après. Peut-être qu'un jour, en prenant un avion, on va dire classique, vous aurez Fanny aux commandes. Là, il n'y a aucune garantie qu'on ne se retourne pas pour... Non, quand même pas. Pour faire une petite frayeur aux passagers. Il y a pas mal de jeunes championnes de voltige aérienne ici dans notre département de l'Isère. On avait reçu sur ce plateau aussi, la même année que Philippe Poison, Mélanie Aslals. Alors, je ne sais pas comment on prononce son nom à Mélanie, mais qui était elle aussi une championne de voltige aérienne, qui participait à l'époque à une compétition qui s'appelait l'Air Bull Air Race. On voit là ces images qui étaient une sorte de slalom typé ski, mais en avion. En avion, oui. Ça a été la première femme à participer au Red Bull Air Race. Et puis... Un exemple aussi parmi tant d'autres, parmi Aude Le Mordant aussi, qui est une personne que j'admire beaucoup. Donc c'est 2 femmes pour moi qui m'inspirent beaucoup dans mon parcours. Vous avez l'impression de prendre des risques quand vous faites cette activité? Vos proches, comment ils vivent ça? Ma maman ne le vit pas toujours très bien. Mon papa le comprend mieux parce que du coup, il est venu avec moi, donc il a pu voir d'en haut ce que ça faisait. Après, des risques, pas forcément parce que l'avion est très bien entretenu. On fait des prévols à chaque fois pour vérifier que tout soit bien OK. Et puis après, on est en niveau forme physique. Il ne faut jamais prendre de risques là-dessus. Voilà, Fanny Vialard, un nom à suivre dans le monde de la voltige aérienne. Elle n'a que 21 ans et elle fait déjà des choses extraordinaires. On va terminer cette émission avec une nouvelle rubrique, la carte blanche qu'on laissera à chaque fois à un membre de la rédaction ou à nos chroniqueuses des mondaines. Et c'est Lina qui va inaugurer cette première rubrique de la nouvelle saison avec une entrée en musique qui n'est pas choisie au hasard. Notre petit
Thibaut, puisqu'on va parler d'une émission qui a été tournée à Saint-Nizier en Moucherotte, à côté de Grenoble, et qui est en sortie vendredi soir sur YouTube. Ça s'appelle Live Me If You Can. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder, je pense pas. Non, moi, pas je l'ai vu parce que je savais que ça parlait de la région grenobloise. Oui, tu es toujours refait de l'actualité en plus, Thibaut. Donc, pour le premier numéro de leur saison 2, ils ont choisi Grenoble et notamment le tremplin olympique du Dauphiné. Voici un petit extrait. Tant de choses qu'on ne comprend pas. La vérité est une garce déguisée. Donc, comme vous l'avez remarqué, on a une vue imprenable sur Grenoble et ses montagnes. Le principe de l'émission, c'est d'amener des artistes en secret, des musiciens dans un lieu atypique et de les faire jouer un ou deux de leurs tubes dans les conditions de live. Alors là, ils recherchent des artistes cool, bons en live et qui veulent s'éclater. Ça aurait pu être toi, Thibaut, quand tu avais ton boys band à l'époque. Ah, mais moi, je serais venu, je ne sais pas si j'aurais joué, mais j'aurais dansé avec plaisir sur le tremplin de Saint-Nizier. Hein. Vous connaissiez le boys band de Thibaut, non? Ah non. Non. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Vous étiez trop jeunes l'un et l'autre pour être dans la cible à l'époque. On vous passera le CD. Il y a plus de 20 ans, il y a prescription. Mais là, c'était les bébés brunes. C'est vrai. C'était les bébés brunes. Alors, pourquoi ils ont choisi ce lieu emblématique de la région? En fait, les bébés brunes ont défié Live Me If You Can de leur trouver un endroit à la fois qui évoque le mot performance, comme dans leur dernier album, Visage, qui a été enregistré dans des conditions de live, 60s, comme leurs influences, et ils l'ont confié, c'est Nino Ferrer, La Vague Yéyé et les Beatles, et abandonné pour se lâcher. Là, les bébés brunes, ils avaient envie de liberté, de communiquer avec la nature. Lionel, le producteur et présentateur de l'émission, a donc déniché dans notre terroir ce magnifique tremplin de saut à ski, emblématique des Jeux Olympiques d'hiver de 68. Ils n'avaient pas convié le public, hein. Ils ont fait un concert en live, mais uniquement avec les caméras de l'émission. Ouais, alors pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 68, il y avait près de 70 000 personnes présentes, 50 000, 70 000, ça dépend où on s'informe. Et là, non, il n'y avait personne à part les arbres et la nature, mais c'est ce qu'ils recherchaient en même temps. Alors, si on ne compte pas le Palais des Sports, d'ailleurs, le tremplin olympique, c'est la plus imposante réalisation sportive des JO. Mais voilà, malgré la vue imprenable qu'il offre sur le tremplin est mal placé. La neige, elle tient pas, donc il fonctionnera jusqu'en 1987, jusqu'à être délaissé, puis interdit désormais au public. Aujourd'hui, les coûts ils sont trop élevés pour qu'il puisse être réhabilité, malgré la volonté des habitants de Saint-Nizier-en-Moucherotte et du maire, qui aimerait aussi pouvoir rénover ce tremplin, mais les coûts sont beaucoup trop élevés, ça s'estime en millions d'euros, plusieurs millions d'euros. Dans l'émission, on retrouve aussi des images d'autres endroits incontournables de Grenoble, mais je ne vais pas tout vous montrer, comme ça vous pourrez découvrir l'émission et si ça vous intéresse, regardez ce live entier des bébés brunes à Saint-Nizier-en-Moucherotte. Les bébés brunes qui étaient donc chez nous pour jouer sur les vestiges olympiques, ce qu'elle s'appelle un tremplin rock, c'est ça en fait. Exactement. Ça vient de là l'émission. On n'a pas fait que du ski ou de la musique sur le tremplin de Saint-Nizier du Moucherotte. Lina, regarde ces images, elles datent de 1988, le 9 octobre exactement, et c'est le cascadeur Alain Prieur qui battait ce jour-là le record du monde du saut en longueur moto avec un vol de 84 mètres. Si les bébés brunes avaient été là, il aurait sauté au-dessus de la scène, au-dessus de la tête. Voilà. Alain Prieur qui était un cascadeur prêt à tout, qui avait d'ailleurs sauté d'un avion sans parachute, et ses collègues l'avaient rattrapé pour lui installer le parachute. Ça a marché la première fois, ça n'a pas marché la seconde. Mais voilà, ce petit clin d'œil pour être complet sur tout ce qui se passait, entre guillemets, sur le tremplin de Saint-Nizier. On va terminer cette émission avec notre campagne électorale. Avec Télégrande, avait partenaire, comme l'an dernier, des budgets participatifs, 800 000 €
C'est la somme mise en jeu par la ville de Grenoble. Ça vous permettrait d'aller 3 fois en Antarctique et puis peut-être à Fanny de se payer un avion, mais ils ne sont pas faits pour ça, c'est 800 000 €. Ils vont permettre à des habitants de réaliser des projets qu'ils proposent en ce moment au vote de la population. Pour cette 5e édition, il y a 21 projets en compétition et seuls ceux qui ont obtenu le plus de suffrages pourront être réalisés. On va tous vous les présenter au fil de ces émissions. Aujourd'hui, c'est au tour de Coraline de nous parler de la caravane à livres. Donc, ce projet consiste à acquérir un triporteur afin de faciliter l'accès à la culture pour tous. Ce projet se veut dynamique et c'est pour ça qu'on recherche des bénévoles qui pourraient après aider les enfants à faire des activités et également encadrer ces activités. Donc pour notre projet, on aura besoin donc d'un triporteur, d'un endroit pour stocker ce triporteur et tous les livres et jeux qui seront donc mis à disposition par la suite. Donc si vous voulez faciliter l'accès à la culture et notamment pour vos enfants, votez pour la caravane à livres. Voilà, et vous avez jusqu'au 5 octobre pour voter. Si vous êtes grenoblois âgé de plus de 16 ans, ça se passe sur le site internet de la ville grenoble.fr et vous pouvez retrouver l'ensemble des projets en replay sur télégrenoble.net. J'espère en tout cas que si ce projet est retenu, on trouvera le livre de Samuel Marie, Avance Bordel, dans cette caravane à livres. En tout cas, pour l'instant, il est dans toutes les librairies et il sera en dédicace, Samuel, ce samedi à 17h à la librairie de Citre. Et puis Fanny, pour écouter les bébés brunes, je vous offre votre casque, vous nous l'avez amené, je vous le rends. C'est gentil. Voilà, il y a toute la Merci. playlist des bébés brunes et peut-être Super. même que Lina vous a mis quelques titres de mon boys band de l'époque. Ça serait collector. Merci en tout cas. Vous pouvez revoir et retrouver cette émission tous les jours, 18h15, 19h15, 20h15, 22h15, 23h15. Donc vous n'avez pas d'excuses pour rater Si on parlait. On se retrouve jeudi, puisque désormais le mercredi, c'est la place au sport et au foot, rugby et hockey sur glace avec Lucille et Mathias. À très vite. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.